et que vous pourrez retrouver dans tous les cas après le workshop, que vous pourrez retrouver directement sur le pavillon de la région Auvergne-Rhône-Alpes, situé juste derrière. Le sujet du workshop, cybersécurité industrielle, effectivement allier IT et OT pour faire face aux nouvelles menaces. Sujet hautement d'actualité parce qu'on sait très bien que les industries sont de plus en plus visées par les pirates et que on connaît un petit peu les problématiques d'allier les deux contraintes IT et OT face à ces menaces, les problématiques de dialogue entre ces deux domaines, les problématiques liées à l'obsolescence parfois de certains équipements, etc. Et donc, pour y répondre aujourd'hui, 3 experts que je vais laisser du coup se présenter. Donc, Maxime, si tu veux bien prendre la main et te présenter très rapidement. Super, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci Laurent pour l'invitation. Pour faire très rapide, donc moi c'est Maxime Vacher, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Pirate. Vous l'aurez deviné, quand on a un nom comme ça, on essaie de faire de la cybersécurité un peu différemment. Donc le parti pris qu'on a nous, c'est de remettre finalement l'attaquant au cœur de la réflexion. Et donc notre métier, c'est d'être un cabinet d'audit cyber 100% offensif. Notre quotidien à nous, c'est de mener des pen tests, des tests d'intrusion en bon français. Pour faire très simple et vulgariser ce qu'on fait, finalement, c'est de simuler des attaques réelles sur des systèmes. À la différence que nous, on ne demande pas de rançon, finalement. On envoie des devis et des factures dans l'objectif d'identifier des failles. Et derrière, de construire un plan d'action efficace pour mettre l'effort au bon endroit dans vos efforts justement de sécurisation de la partie IT, de la partie OT. On intervient sur différents types d'environnements, IT, OT, applicatifs. Beaucoup d'industries forcément parce qu'on est basé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, principalement en Ardèche aussi, il faut le savoir, il y a des pirates ardéchois. Et donc on défend une vision assez pragmatique et opérationnelle de la cybersécurité. Donc, si je peux vous apporter cet éclairage-là de l'attaquant, ce sera avec plaisir. Merci Maxime. Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà d'être là. Merci Laurent. C'est super de pouvoir avoir la parole aujourd'hui. Donc moi je représente la société Industrio, donc ça se prononce Industrio mais ça s'écrit OT à la fin pour Operation Technology pour ceux qui avaient peut-être oublié le terme. Donc c'est vraiment la partie industrielle des infrastructures numériques. On est d'abord un industriel puisqu'on a un parcours de plusieurs années dans l'industrie et on est venu à la cyber depuis une dizaine d'années à peu près. On se positionne donc comme une société d'ingénierie, on offre du conseil bien sûr, mais on a toujours cette vision d'industriel d'abord et de process industriel, parce que c'est ce qui nous motive, ce qui nous intéresse et également ce qui nous passionne. Donc on intervient sur 3 piliers qui sont l'ingénierie au sens études. Donc on va sortir des livrables qui peuvent être des schémas d'architecture, des matrices réseau, des matrices de flux, des audits, bien entendu, 62 443, 27 000. Et puis également, on peut participer à des analyses de risque, IBIOS. On intervient également pour la partie préparation de PCA, PRA. Donc tout ce volet, c'est vraiment la partie ingénierie en amont. Et ensuite, on a un volet d'intégration, c'est-à-dire qu'on accompagne, une fois qu'on a fait cette première phase de constat et d'audit sur une roadmap, mais on accompagne au niveau des actes d'études, mais également de déploiement de solutions. Aujourd'hui, on déploie des solutions d'accès distance sécurisé, puisque c'est un élément qui est prégnant dans l'outil. On déploie également des solutions de mon copain d'à côté. Voilà. Et puis, par contre, on n'est pas pen tester. Et là, typiquement, ce n'est pas notre vocation première. Et donc, on peut également s'adresser à mon copain de gauche. Voilà. Merci Pierre-Emmanuel. Merci. Sébastien, je te laisse rapidement te présenter également. On est tous copains dans la cyber. Bonjour, merci pour l'invitation DL et la région. Moi, je travaille chez Storm Shield. Storm Shield, pour les... J'aime pas utiliser le terme d'ancien, mais pour les plus expérimentés d'entre nous, c'est la résultante du rachat par Airbus, qui est l'une des plus belles réussites franco-européennes dans l'industrie, de 2 entreprises, une de Villeneuve-d'Ascq qui s'appelait Netask et une de Lyon qui s'appelait Arcoon. Tout ça fusionné il y a un peu plus de 10 ans, même 11 ou 12 ans, a donné Storm Shield. Donc Storm Shield, éditeur constructeur de solutions de cybersécurité, logiciel bien évidemment, mais également firewall, est présent dans la partie industrielle depuis 2011 aussi, avec des solutions orientées Indus,
qui embarque dans les firewalls toute la lecture des protocoles industriels. Et voilà, et donc je travaille avec mes deux collègues sur toute la chaîne de la cyber OT. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, vous voyez que la cybersécurité est un petit monde, ils travaillent déjà ensemble et que chacun, dans tous les cas, a une expertise bien particulière. C'est aussi un peu la richesse du domaine de la cyber. Pour attaquer, première question, lors de vos interventions, et là je vais m'adresser déjà du coup à Maxime, lors de tes interventions dans des environnements industriels, quelles sont les failles, erreurs ou menaces que tu rencontres le plus souvent quand tu fais du pentest ? Alors, c'est une très bonne question et il n'y a pas une réponse unique sur le top 5 des failles qu'on rencontre pendant qu'on fait du pentest. L'idée de l'intervention pour moi c'est plutôt de se dire, nous demain quand on déroule une mission de pentest avec l'objectif d'atterrir sur le réseau industriel, comment on s'y prend ? 2 gros chemins de compromission, c'est ce qu'on va chercher en pentest, des chemins de compromission pour atteindre la cible. La première, et c'est pas forcément à l'origine un sujet OT, mais on y termine, c'est finalement souvent des sujets IT qui vont nous permettre de basculer sur la partie OT. Donc là, on va toucher un point qu'on connaît tous qui s'appelle le cloisonnement IT-OT, finalement. Et le point de départ de l'attaquant, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui est plus simple finalement pour cibler une entreprise. Bon, la réalité, c'est qu'avant de se rendre sur vos lignes de production, il y a un peu de boulot, ça demande un peu de contraintes logistiques. Une autre réalité, c'est de se dire que, ok, vous êtes des industriels, vous avez des outils de production, mais vous êtes comme toutes les entreprises, vous avez des services support, transverses, administratifs, qui eux sont plus en contact vers l'extérieur finalement. Et donc tout l'enjeu d'un attaquant, dans un premier temps, ça peut être d'atterrir à travers des méthodes qu'on connaît tous et qui sont très simples. Un phishing assez bête et méchant, récupérer un compte de l'utilisateur sur le réseau bureautique. J'aime bien parler de Catherine de la Compta. Alors j'ai rien contre les Catherine et pour les comptables j'ai un joker, ma femme est comptable, personne n'est parfait, mais en tout cas il est toujours plus facile d'aller cibler un utilisateur qui lui a des interactions vers l'extérieur, qui va nous servir ensuite de pivot pour aller cibler la partie OT. Parce que cette segmentation, nous on le voit dans les missions, là on parle 80% de nos missions avec les industriels, il y a un challenge notamment de justement passer de la partie IT qui est plus exposée à la partie OT. Et dans 80% des missions qu'on mène, cette bascule, on est capable de la réaliser. Donc effectivement, c'est comment, depuis le compte de Catherine de la Compta, je suis en capacité d'aller parler avec mes outils de production. Alors, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. C'est assez marrant parce qu'on ne s'est pas concerté sur le scénario qu'on a monté. Parce que là, sur notre stand, donc, si on vous invite à venir nous voir tout à l'heure, on a monté un démonstrateur. Et en l'occurrence, on ne s'est pas concerté à l'avance, mais c'est le compte de la compta, un poste IT qui reçoit un phishing. On a la démo qui mène jusqu'à une attaque sur un automate. C'est un automate Vago, en l'occurrence, là qu'on utilise, mais ça pourrait être un autre automate avec un Storm Shield au milieu. Voilà, donc qui est mal configuré forcément dans le cas d'attaque, sinon c'est de la fiction. D'attaque. Voilà, mais en gros, on a le cas d'école, on a le démonstrateur, donc vous pourrez venir nous voir sur ce point-là, c'est assez marrant. Du coup. Et sujet, pardon Laurent de te couper, mais ce sujet, il est souvent... on peut avoir conçu, en tout cas dans la manière dont on pensait le mettre en place, ce cloisonnement IT-OT. Pour autant, nous, la réalité du terrain, de ce qu'on voit au quotidien, c'est qu'on a forcément des points de bascule. Typiquement, ça peut être une machine qui a une carte réseau avec une patte sur chaque réseau. Potentiellement, on a pu l'oublier dans l'inventaire. Cette machine, elle est là. L'attaquant, il lui en suffit d'une machine. Donc, c'est important de tester ce qu'on a pu mettre en place et vérifier que ce qu'on a conçu correspond bien à l'objectif. Parce que typiquement, c'est ce point de bascule. Ça marche avec des machines. Ça peut marcher avec des comptes qui sont partagés, qui ont une raison d'être sur la partie IT et qui ont une raison d'être sur la partie OT. Et finalement, si j'ai un compte, je peux basculer de l'un à l'autre. Très bien, merci Maxime. Et toi, Pierre-Emmanuel, du coup, quelles sont les principales menaces, erreurs humaines que tu peux voir ? Du coup, si tu avais un top 3 à la rigueur des menaces... Alors, c'est plutôt sur la partie... on remarque quand même qu'il y a beaucoup d'attaques qui, des fois, ne sont pas forcément des attaques, mais qui sont de la méconnaissance de l'infrastructure et des gestes techniques qui ne sont pas forcément maîtrisés et qui mènent à des situations qui ressemblent forcément à des attaques, mais qui ne le sont pas forcément. Il y a quand même un nombre très important de problématiques sur les couches industrielles qui sont liées à ça. Et donc, souvent, c'est déjà une méconnaissance de l'infrastructure. Donc, c'est quand même
dans énormément de sites où les architectures sont pas à jour, pas complètes, où il y a des bouts. Donc des fois, c'est des vrais puzzles dans le sens où on a un bout de l'infra qui a été fait parce que c'était un fournisseur qui s'occupait du groupe froid et qu'il est super pro. Donc du coup, là, on a tous les détails. Et puis dès qu'on sort du groupe froid, il n'y a plus personne, on ne sait pas où ça part, on ne sait pas où ça va. La fibre, il faut la chercher, il faut aller dans les caniveaux. Bon, j'exagère presque, mais non, en fait, j'exagère pas. C'est clairement des C'est la cas réalité. qu'on voit. Voilà. Donc c'est souvent ça, on va dire. Pour aller dans ton sens, Pierre-Emmanuel, dans le deuxième chemin d'attaque qu'on utilise nous pendant nos pentests, on a parlé de la partie IT-OT, mais il y a aussi des défauts de configuration, on peut le dire comme ça. Vous avez des outils de production, il y a des fabricants, des intégrateurs. Ces intégrateurs, en général, opèrent aussi la maintenance. Pour opérer cette maintenance, ils vous demandent d'ouvrir des accès, des ports, ces choses-là, pour justement faire de la télésurveillance, télémaintenance, et finalement être réactif lorsque vous avez un problème potentiellement avec sa ligne de production. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'en général, cette dimension sécurité, elle n'est pas intégrée nativement, pas tant dans les produits, mais même dans les process, dans la culture, dans la façon de faire de ces personnes-là. Je vois des têtes qui hochent, donc je suis content, je dis pas que des bêtises. Et typiquement, nous, il y a un truc qui marche souvent, c'est un accès VNC qui est ouvert sur l'extérieur. Et ouvert sur l'extérieur, ça veut dire pas présent sur le réseau bureautique, ça veut dire depuis Internet. Donc n'importe qui soit situé à Lyon, en Inde, peut avoir accès à ces choses-là. Alors, sur notre démonstrateur, on a un accès distance sécurisé justement qui monte l'accès par... alors là, on fait du RDP, on fait du VNC, mais sécurisé avec une solution qui existe du marché. Donc je rebondis sur ce que tu disais, mais effectivement, on pourrait l'avoir en live si vous voulez. Donc voilà les deux gros chemins de compromission que nous, on voit et qu'on utilise quand on s'attaque à des outils de production en général. Merci. Avant effectivement du coup de faire le point un petit peu sur les solutions, parce qu'on va attaquer bientôt là-dessus, continuons un peu l'état des lieux. Et toi du coup Sébastien, côté Storm Shield, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les principales erreurs que tu constates fréquemment chez les industriels? C'est vrai que l'avantage d'être chez un constructeur, c'est qu'on a un peu une vision un peu plus haute, avec, comme on travaille avec beaucoup d'intervenants différents. Il y a des places encore au milieu pour ceux qui sont encore debout derrière. Sur l'état des lieux, on peut le résumer de notre point de vue en 4 points. Le premier, c'est un point d'enjeu technique. Sur la partie Indus, il y a peu, pas dire pas, mais peu de solutions orientées cyber. Bien sûr, on commence aussi par une barrière IT-OT. Ça, je dirais que c'est la base. Et aussi la gestion de tous les accès de télémaintenance. Ça, c'est vraiment pur Indus. Le deuxième point, sur cet état des lieux, il est plus organisationnel. Ce qu'on constate, ce n'est pas une vérité absolue, mais dans la plupart des cas, c'est que les équipes IT et les équipes OT ne se parlent pas, ou très peu. Et quand ils se parlent, ce n'est pas avec la même langue. Ni avec les mêmes objectifs, ni avec les mêmes enjeux. Le troisième point, sur cet état des lieux, il est plutôt sur le process. Pour des patrons d'usine, il faut avoir des personnes qui, sur place, gèrent la partie cyber. Et ça, problème de ressources, problème de moyens, problème de personnes, on retrouve tout ça. Et enfin, point important, le budget. Il n'y a pas ou peu de budget pour la cyberindus. Et la part, quand il y a du budget au niveau de l'entreprise en général, il est plutôt orienté sur l'IT que sur l'OT, puisque l'outil de production reste à la main des patrons d'usine. Et le point important sur cette partie budget, c'est sa construction. De notre point de vue, sur cette partie OT, il faut que les directeurs d'usine ou les responsables OT dans ces unités de production participent à la construction des budgets. Sinon, ils seront transparents. C'est un peu le constat que l'on a, nous, du point de vue constructeur. Juste pour compléter ce que tu disais, Sébastien, sur la partie budget, donc je rejoins ce que tu dis. Nous, on a comment dire, le sentiment en fait qu'il y a moins de budget parce qu'en fait déjà les équipes OT elles sont positionnées physiquement loin
mais physiquement, quoi. Elles sont loin de la direction. Elles sont au fin fond des usines, elles sont loin de la direction, donc il y a déjà quelque part, on peut les oublier mentalement par cette première barrière. Et puis également, mentalement, elles sont loin mentalement, parce qu'en fait, bien que la production soit très importante pour la direction, puisque c'est quand même ce qui fait le cœur de la société, la production, il ne faut pas qu'elle s'arrête. Mais par contre, en général, la couche de direction n'a pas forcément une culture technique ou une passion pour l'aspect purement technique de l'automatisme, de l'électricité ou de l'instrumentation ou du procédé chimique et ce qui fait que mentalement c'est un peu loin et que voilà, des fois c'est un peu les derniers servis. Ça c'était pour l'aspect budget et pour l'aspect culture. Je rejoins ce que tu disais, la barrière culturelle elle est forte parce que les enjeux sont pas les mêmes. Les gens de l'OTI, ils pensent d'abord production et c'est ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire avoir une production qui soit à 100% et qui soit, donc c'est vraiment leur objectif numéro un, alors que les équipes IT sont plutôt en support des équipes commerciales ou RH ou autres, et donc il y a une différence de culture qui se traduit même dans le langage en fait. Il y a une vraie différence de culture, même si au final, si on prend 2 secondes de recul, on gère les mêmes risques finalement. Alors, ce qu'on appelle le risque cybersécurité a plus tendance à être un risque de sécurité et de sûreté dans la partie production, parce que ça c'est important. On ne joue pas avec des données. Alors, je mets pas de côté la partie IT, mais il y a un moment où on joue avec des choses qui sont mécaniques, avec des gens qui sont sur ces lignes de production, donc il y a chimique, il y a des enjeux de sûreté. Donc c'est pour moi le même risque avec des contraintes finalement liées au métier, à l'activité, qui sont différentes. Pour autant, c'est les mêmes risques. Et donc, je pense qu'on va commencer à arriver sur un autre sujet, Justement. qui est justement comment l'IT et l'OT travaillent ensemble. Mais, Justement, donc effectivement, vous nous avez dressé un panorama assez exhaustif selon vos points de vue, vus sous certains prismes, de l'impact de la cyber dans des environnements industriels. Alors maintenant, passons au pragmatique. Parce que du coup, c'est aussi ça l'essentiel. Fort de ce constat, du coup, quels sont les principaux conseils ou comment je puis dire, les principales actions prioritaires que les industriels présents dans la salle aujourd'hui devraient mettre en place? S'il fallait faire aussi, pareil, un top 3 des actions déployables rapidement, simplement, comment on doit prioriser? Par où on commence? Alors, toi, à ton niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Spoiler alerte, il n'y a pas de solution magique ou de solution miracle. Et ça fait du bien de le dire aussi. C'est un sujet de fond. Et donc pour moi, il y a 2 manières complémentaires de l'adresser dans 2 espaces-temps différents. Les actions, elles ont du sens que quand elles sont mises en place. Ça, c'est ma vision. Du coup, il y a déjà une première vision hyper court terme où vous devez savoir, de connaître le risque, de savoir où sont vos failles aujourd'hui pour potentiellement les corriger rapidement. Nous, on le voit dans les pentests qu'on fait. Il y a des sujets de fond et on y viendra juste après. Mais il y a une bonne loi de Pareto en général où pour 20% d'actions, on peut déjà se couper de 80% du risque. Et donc ça, faut pas. C'est des quick wins justement. Après, ces quick wins, ils sont propres à tous vos contextes qui sont différents, à vos manières de fonctionner, à ce que vous avez mis en place, à votre historique. Mais des quick wins, ils existent. Donc ça, c'est une vision assez court terme, savoir, identifier, prioriser et mettre en place des actions. Ce ne sera peut-être pas des actions qui vont vous sécuriser pour les 30 années à venir, mais déjà, c'est des actions que vous pouvez mettre en place dans le mois. Et on peut se dire, ok, maintenant on a mis ça de côté, je peux basculer dans une seconde partie qui est un travail un peu plus sur long terme. Et là, c'est pas marrant, mais moi je vois surtout que c'est un effort de cartographie, de documentation, de savoir ce qui se passe sur vos réseaux et outils de prod, de savoir qui parle à qui et pourquoi. Parce qu'une fois qu'on a ça, on peut mettre en place une vraie stratégie et se dire demain comment je veux qu'on fonctionne sur ces sujets. J'ai ma carto et une fois que je veux le mettre en place, je suis capable de ne pas tomber dans l'écueil de je mets quelque chose en place qui va m'arrêter la prod. On a tous l'objectif justement de ne pas arrêter des lignes de production. Pour ça, ça nécessite un travail de fond qui n'est pas marrant, qui est de la cartographie, documentation et de savoir ce qui se passe sur vos réseaux. Ouais, merci Pierre-Emmanuel, si tu peux compléter. Je suis complètement en phase avec ce que tu disais et tu demandais 3 points. Donc maîtriser ses installations,
maîtriser ses installations et puis avoir, je ne peux pas répéter 3 fois la même chose, mais avoir aussi, on en parlait tout à l'heure, un point d'entrée qui dans vos équipes. Alors moi je prêcherais plutôt pour quelqu'un qui vient du terrain, qui vient de l'outil, c'est-à-dire qu'il y a un automaticien qui se dégage du lot ou quelqu'un qui connaît bien les installations déjà, même des fois peut-être au niveau électrique, pas forcément que ce soit un pur informaticien, et puis le tirer vers l'IT pour qu'il en tout cas serve de point d'entrée. Ça me semble super important. Et je voulais terminer pour dire que, à mon sens en tout cas, le risque industriel dont on a parlé tout à l'heure, et là je ne parle pas de cyber, je parle de risque industriel. Le risque industriel et la souveraineté. Donc vous mettez dedans, alors c'est un mot qui est un peu galvaudé par les temps qui courent, mais quand je parle de souveraineté, je ne parle pas forcément lié à des États, etc. Mais parce qu'il y a des groupes qui sont plus rattachés à des États tellement ils sont gros. Mais par contre, c'est la notion d'être souverain chez soi. Voilà, vous êtes industriel, vous êtes souverain chez vous. Vous ne devez pas avoir des sociétés qui viennent et qui maîtrisent mieux que vous. Alors, dans les détails, les rouages, vous ne pouvez pas maîtriser tous les équipements que vous avez, c'est sûr. Mais en tout cas, sur la partie des infras, vous devez être souverain chez vous. Et donc là, vous mettez dedans tout ce qui va avec, que ce soit propriété intellectuelle et tutti quanti. Voilà. Donc ça, c'est important. La souveraineté, bien évidemment, on est en plein dedans, mais vous tous, vous êtes dedans parce que lors de nos achats quotidiens, en tant que personne physique ou personne morale, on essaye aussi de faire tourner l'industrie locale ou nationale et de dire, tiens, le fauteuil en plastique là que je prends, s'il était plutôt fabriqué chez moi, ce serait quand même sympa, plutôt que d'aller le chercher chez les concurrents étrangers. Au niveau du retour d'expérience que l'on a chez Storm Shield, il y aurait plutôt... ça rejoint aussi ce que vous disiez, c'est en termes de recommandations, la première des choses, c'est d'être structuré dans la démarche de la mise en place d'une politique de cyber industrielle. Et pour être structuré, eh bien, il peut y avoir 2 choses déjà à voir, c'est auditer les besoins de cybersécu et derrière mettre en œuvre cette politique qui va découler de l'audit sur l'ensemble des sites, autant que faire se peut. En fonction des entreprises, les sites peuvent être différents ou pas. Il y a une usine qui va produire tel outil ici, puis tel outil là-bas, et puis la politique à mettre en place ne sera pas forcément la même. N'empêche qu'il faut que, dans sa globalité, elle puisse être mise en place de partout. Et l'autre recommandation, bien évidemment, c'est d'utiliser des acteurs qui ont une légitimité dans le métier, dans l'industrie d'abord, voire dans le métier spécifique qui est le vôtre. Et là, vous avez deux acteurs à 100% légitimes. Tu voulais compléter ? Juste par rapport à la souveraineté de risque industriel dont on a parlé, clairement, ça se joue sur les couches outils, quoi. Parce que la souveraineté, c'est aussi la propriété intellectuelle, c'est les programmes automates qui sont dans vos automates, qui ont la recette. Ils ont la recette, ils font tourner la recette. C'est les documents techniques qui ont été produits en phase d'engineering. Alors ça, c'est des documents qui peuvent être partagés entre l'IT et l'OT, ça dépend où on se trouve. Mais la matière technique et matière grise qui fait tourner le process, en général, elle est quand même plutôt sur les couches outils. Alors justement, vous avez donné du coup déjà un plan d'action. C'est bien, c'est dans un monde idéal. Vous avez parlé effectivement aussi de budget. Mais aussi, je pense que dans la salle, on n'a pas que des dirigeants, on a aussi des personnes qui doivent convaincre leur direction. Et donc finalement, c'est quoi les principaux freins que vous trouvez de temps en temps et comment finalement on peut convaincre un peu les équipes dirigeantes ou les COMEX à s'embarquer là-dedans, à effectivement allouer du budget, à effectivement dire on va mettre en place une politique de cybersécurité industrielle. Voilà. Est-ce que vous trouvez des freins particuliers et finalement comment si on peut y répondre ? Je vais commencer, mais je ne vais pas être très original. Le premier frein, c'est la peur de l'arrêt de la prod. Et c'est normal. Il y a un moment, sur la partie IT, les systèmes sont pensés pour potentiellement patcher, mettre une mise à jour. Tout passe bien, on le fait entre minuit et 1h du matin, tout le monde arrive au bureau le lendemain, ça marche. Le risque sur la partie IT, c'est bon, on rollback, on sait faire demi-tour, c'est super. Sur la partie OT, on a moins cette souplesse et l'impact, il est tout de suite plus visible. C'est pas j'ai pas accès à mes mails ou j'arrive pas à me connecter sur ma machine. Donc forcément, pour moi, le premier frein, c'est j'ai quelque chose qui marche.
pour l'instant, ça marche et ça marche bien. J'ai pas envie de rajouter du risque là-dessus. Finalement, au regard de un risque cyber ou sécurité ou cybersécurité ou sûreté, on l'appelle comme on veut, mais un risque qui en plus n'est pas palpable, un risque qui est imaginé, qui est potentiellement fantasmé ou qui est amenuisé. Et donc, c'est effectivement le principal frein de se dire, ok, j'ai un truc qui marche aujourd'hui, comment je peux mettre en place des mécanismes de sécurité, m'assurer que je reprends la main, que je me responsabilise vis-à-vis de tout ça, sans pour autant venir impacter cette production. Je suis en phase avec toi sur je vais dire l'approche par la peur, c'est qu'est-ce que coûte l'arrêt de prod. J'ai l'exemple, j'ai une expérience dans les telcos et j'ai l'exemple d'un. Alors mon métier, c'est de faire du commerce. Je suis commercial et j'ai essayé de vendre à mon client une double adduction fibre optique sur son usine. Il ne voulait pas. On était à 700 € par mois. Il ne voulait pas, ce que je peux comprendre, j'ai pas de souci là-dessus. Sauf qu'avec les travaux de dévoiement de fibre qu'il y avait eu sur la Pardieu, tous les sites avaient été rebranchés, sauf lui. 3 jours. 3 jours sans Internet. Il s'est passé une première matinée, puis au bout de 3 heures, c'était entretien avec le DSI toutes les heures pour faire un point d'avancement sur quand est-ce qu'il va être rebranché la fibre. On a joué de malchance parce que le camion était garé sur la chambre. Le chauffeur, en sortant du camion, il se casse la gueule, il finit à l'hôpital, il part avec les clés du camion. Il fallait trouver quelqu'un qui avait identifié le chauffeur pour aller chercher la clé du camion, etc. etc. 3 jours de chômage technique. Versus 700 € par mois. Une usine qui emploie 700 personnes. Sur l'échelle de la probabilité, effectivement, il y a peu de chance, mais c'est arrivé. On les a tous cumulés, mais c'est arrivé. Donc oui, l'approche par l'investissement cyber versus ce que coûte un arrêt de production est pour moi une bonne approche. Il y a aussi, alors justement, c'est voir aussi le fait de maîtriser ces installations, ça va être aussi un gain pour limiter en fait, ou en tout cas améliorer la compréhension des pannes qu'on peut avoir. Donc avoir une approche cyber pour comprendre ces installations, documenter comme le disait Maxime, ça va faire gagner du temps à terme. Parce que vous aurez des gens qui auront déjà fait le chemin mental dans vos équipes sur les infrastructures qu'ils maîtrisent ou en partenariat avec les sous-traitants qui sont venus greffer des bouts d'infra sur vos infras. Vous aurez des gens qui auront déjà fait ce chemin mental et qui sauront déjà où trouver des informations. Et ça c'est super important. Parce que dans les cas de panne, où vous allez gagner du temps. Et le temps, dans les cas de panne, c'est aussi de l'argent. Donc, effectivement, faut pas faire tout et n'importe quoi en documentation et en passant des heures carrées à faire des études. Mais par contre, si vous savez que dans votre infrastructure, vous avez un ballon de H2S à tel endroit ou la machine d'emboutissage qui est là, si elle s'arrête, derrière, c'est la cata. Là, faut mettre le paquet quoi, en termes de maîtrise numérique de ce cœur-là. Et puis, pour alimenter, il y a aujourd'hui, quand on parle de gestion de risque, des risques, il y en a de tout sujet. Et quand on est industriel, on est confronté à plein de risques. Moi, j'aime bien faire l'analogie avec un risque que tout le monde connaît en entreprise, les dirigeants aussi, c'est le risque incendie dans vos usines. Le risque incendie, vous le gérez, parce que c'est un risque historiquement qui est bien tracé, et l'impact, il est assez visible. Tous les ans, vous faites passer quelqu'un qui fait le tour, qui vérifie les installations, vos extincteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez visible. Et finalement, quand on dézoome un peu justement en prenant cet exemple de l'incendie ou un autre, on voit qu'il faut le piloter, il faut le mesurer, il faut mettre en place des plans d'action. Donc c'est un risque parmi tant d'autres. Il faut mettre en place les mêmes actions ou en tout cas rentrer dans une démarche où je gère mon risque. Alors justement, tu parles effectivement du risque incendie, donc on identifie facilement qui gère ça en entreprise, voilà. Et Pierre-Emmanuel, justement, tu l'as abordé tout à l'heure rapidement. La cybersécurité, finalement, ça relève de qui? L'équipe IT, l'équipe OT, la direction. Comment on crée aussi une culture un peu commune? Parce que finalement, c'est parfois un peu sujet patate chaude et chacun se la renvoie ou chacun la gère de son côté. Comment on fait? À qui ça revient? Et comment on pilote ça
Si tu as la bonne réponse. Oui. Non, mais je te dirais file qu'en la fait, patate non, chaude. mais en fait, en même temps que tu poses la question, j'ai l'impression qu'il faut revenir à certains fondamentaux qui paraissent peut-être loin, mais qui sont les valeurs de la société, quoi. Les valeurs de la société, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait corps dans votre entreprise, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui va être le point commun entre la personne qui est au fin fond de l'atelier et qui s'occupe j'allais dire le terme en anglais, mais du magasin, et puis la personne qui est à la RH ou autre. Il y a quand même un ADN, il y a quand même quelque chose dans vos entreprises qui font. Eh ben, c'est l'esprit d'appartenance. En fait, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être cet esprit d'appartenance. Et du coup, de faire le lien entre la cybersécurité, la sécurité au sens large, et ce lien d'appartenance, ça me semble être intéressant. Et Je pour ne sais aller pas dans- si ça répond à la question, Ouais. mais... Moi, On donne des aller, pistes. Hein. pour aller dans ce sens-là, en fait, le risque, peu importe de quelle nature il soit, à la fin, il a un impact métier et business. L'impact métier et l'impact business, c'est le même pour toutes les entreprises. Enfin, pour tous les services, pour l'IT, pour l'OT. À un moment, l'impact, il est métier. Donc, que le point de départ soit IT, qui soit OT, franchement, l'attaquant, il s'en fiche, lui, hein, de savoir si c'est plutôt dans le giron de l'IT ou de l'OT. Je vous parlais tout à l'heure, il rentre par le réseau administratif pour aller sur la partie OT. Donc, effectivement, pour moi, c'est un sentiment d'appartenance, d'impact métier qui touchera tout le monde, parce que je vous garantis que s'il y a une cyberattaque, et s'il y a une cyberattaque, tout le monde sera autant sollicité côté IT, côté OT. Donc il faut se mettre dans le même bateau. Alors c'est facile à dire, moi ce que je vois qui marche bien, c'est quand on a un sponsor côté Comex, Codir, qui prend le sujet ou qui porte le sujet, en tout cas au niveau de la direction. Pour ça, la meilleure sensibilisation qu'ils ont, c'est est-ce qu'ils l'ont vécu ou est-ce qu'ils ont un petit copain, parce qu'on parle tous aussi dans nos métiers, qui a vécu un incident cyber. C'est malheureux, j'aime pas construire sur la peur parce que je pense qu'on construit rien sur la peur, si ce n'est débloquer des budgets rapides, penser qu'on va mettre en place quelque chose qui va nous sécuriser et au final non. Mais la meilleure sensibilisation pour ces dirigeants, pour moi, c'est effectivement écouter votre écosystème. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu? Ce qui fait qu'il y a un sponsor qui va naturellement prendre le lead de ce sujet, en tout cas le porter et donner une voix sur ce sujet à la direction, une voix qui ne sera pas cyber, qui sera plutôt sécurité, sûreté. Et ensuite qui va animer finalement, et c'est là la complexité, il faut trouver des bilingues, si je peux le dire comme ça, des gens qui soient capables de lier jargon, de lier contrainte IT à jargon et contrainte OT. Et c'est comme ça qu'on arrive à former des équipes qui arrivent à prendre le sujet dans la globalité en sortant de ces discussions, c'est chez moi, c'est pas chez moi, quoi. Cette levée de frein, là, peut-être qu'elle se fera aussi à force de réglementation. Tu parlais d'impact business, d'impact prod. Demain, avec Nice 2, qui, ça y est, va arriver, là, parce que les politiques s'y sont infamés après tous les tumultes qu'on a connus dans notre pays. L'impact de l'image aussi est important, puisque Nice 2 prévoit que sur une cyberattaque, l'employeur, enfin le dirigeant d'entreprise doit déclarer cette cyberattaque. Qui dit déclaration, potentiellement, dit derrière publicité. Et mauvaise pub, hein, bien sûr, pas la bonne pub. Mauvaise pub. Donc la réglementation va peut-être, j'espère, permettre une vraie prise de conscience sur ces enjeux de cyber OT et en découler la mise en place de tout ce qu'on a dit, audit, personne. Est-ce que c'est une personne de l'équipe IT ou de l'équipe OT qui va essayer de tendre un peu vers ce que fait l'IT, ou à l'inverse, l'équipe IT avec quelqu'un qui va s'intéresser de plus près à la prod. Très bien. Des choses à compléter ou non? Ça va. Peut-être juste sur cette partie réglementaire, effectivement, puisque Nice 2 est très à la mode. Enfin, à la mode. En tout cas, beaucoup de monde en parle, même si on reste encore un peu dans le flou et je pense qu'on va avoir des éclairages rapidement. Cette partie réglementaire, c'est pour moi une contrainte externe. Okay, donc, une contrainte réglementaire, et donc on va s'y plier parce qu'il faut s'y plier. Ce qui est un facteur clé de succès dans les projets, c'est d'avoir un catalyseur en interne, de ne pas le faire juste parce qu'on y est contraint. Parce que là-dessus, on va se retrouver à faire une checklist, à cocher des cases, oui, non, et ça apporte peu d'impact finalement sur la réalité du terrain. Donc c'est important cette partie Nice 2 parce que ça amène le sujet aux directions. Aujourd'hui, ils savent ce que c'est que Nice 2 et de quoi ça parle globalement. Maintenant, il faut peut-être justement s'appuyer là-dessus pour
aller franchir un cap et aller défendre ces sujets sous format catalyseur, justement, vous de votre côté, pour dire on se doit d'avoir un avis, on se doit d'aller un peu plus loin là-dedans. Après, le meilleur catalyseur, mais ça je pense que vous êtes déjà au courant, c'est les clients. Donc ça c'est sûr, c'est les clients, les filières qui vont demander, imposer un référentiel dédié à la filière. Alors ça peut être CyberAir pour l'aéronautique, TISAX pour l'automobile, la 9000 ULUL, je ne sais plus combien pour la pharma. Enfin, voilà. Donc, et là, vous savez très bien, parce que si, si les industriels n'arrivent pas à se mettre à niveau sur ces sujets-là, bah, c'est des pertes de parts de marché, et là il y a sentence directe, quoi. Ouais, et de la même manière, du coup, pour moi, c'est aussi un vrai argument dans votre démarche commerciale d'aller expliquer à vos clients que vous avez pris ce risque cyber, parce que quand vos produits, à la fin, ils sont commercialisés auprès des clients, et ça peut être un vrai argument de dire que vous avez intégré cette dimension-là, et ça peut être différenciant par rapport justement Absolument, à d'autres petits copains qui, eux, ne disent rien potentiellement parce qu'ils ne communiquent pas dessus, mais parce qu'ils n'ont rien à dire. Exactement. Et d'ailleurs, ça peut être un différenciant, un argument commercial dans le sens où il est expliqué. C'est-à-dire pas forcément, vous n'allez pas donner les plans de l'architecture à vos clients, on est d'accord. Mais par contre, faire un white paper qui va accompagner votre offre et qui va dire, bah voilà où on en est d'un point de vue cyber. Même si vous n'avez pas eu le coup de tampon du TISAX pour l'automobile ou je ne sais pas quoi, eh ben, c'est mieux que rien et vous montrez votre progression. Et là-dessus, voilà, au niveau argument commercial, il me semble que c'est intéressant. Ouais, et puis la cyber, c'est sans fin, hein. Enfin, qu'on se le dise, hein. C'est sans fin. On se bat contre des attaquants qui développent des nouvelles compétences. Et c'est le jeu de je mets plus de barrières pour qu'ils finissent chez le voisin. C'est ça l'enjeu. Et vu que c'est sans fin, vous pouvez pas, personne ne vous fera une super attestation en vous disant que c'est bon, vous êtes super sécurisé. Par contre, il y a un argument qui s'entend bien, c'est de montrer que vous faites des choses, que vous avez pris le sujet, que vous êtes rentré dans un cycle d'amélioration continue, vous mettez en place des actions, vous communiquez dessus. Ça permet d'être différenciant par rapport à des gens qui ne vont justement amener aucune matière sur ces éléments-là. Alors effectivement, pour compléter aussi, il y a eu, si vous vous rappelez, le RGPD, maintenant c'est passé, c'est un terme commun, mais dernièrement la CNIL a publié un rapport qui a démontré malgré tout que le RGPD a été un levier de croissance pour bon nombre d'entreprises, curieusement. Et effectivement, si on fait une analogie, sans doute que NIS 2, dont la transposition n'a pas vraiment commencé, hein, hormis chez certains voisins européens, en Espagne et en Allemagne, la transposition a commencé. Donc on peut déjà voir un petit peu ce qui risque de nous arriver sur le coin de la figure dans les prochains mois. Mais voilà, ce sera sans doute aussi, finalement, NIS 2, un levier de croissance, de différenciation. Et pour la petite info, alors peut-être qu'il y en a dans la salle, mais l'aspect cybersécurité et protection des installations commence à rentrer également progressivement dans les démarches RSE. Donc, si votre entreprise, du coup, a une démarche RSE, sachez que d'une certaine manière, vous pouvez aussi raccrocher cette brique cyber à la démarche RSE de l'entreprise. Et donc, amorcer du coup un autre levier de différenciation par rapport à vos concurrents. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, juste pour compléter l'argument qui était de dire que ça complète l'argumentation commerciale d'une société. C'est aussi une relation commerciale, à mon sens en tout cas, c'est d'abord une relation de confiance avec vos clients. Donc vous devez avoir leur confiance. Ils doivent avoir confiance en vous. Et le fait de ne pas cacher sous le tapis un sujet qui peut être prégnant, sans tout dévoiler et sans rentrer dans tous les détails, il me semble que ça participe à cette confiance. Voilà. On arrive à terme de ce workshop. Alors du coup, on va juste terminer avec une petite question pour chacun. Et puis après, on prendra éventuellement les questions. Je vous inviterai à nous rejoindre sur le pavillon de la région juste à côté. Si vous deviez donner un seul conseil, un seul conseil aux industriels qui sont ici présents pour avancer dès demain, voilà, à partir de jeudi matin, dès que vous arriverez au bureau à 9h, ce serait quoi ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Par quoi ils doivent commencer ? Rien que ça. Rien que ça, effectivement, Laurent. Demain, qu'est-ce que vous faites lundi matin ? J'ai pas la réponse. J'ai pas de réponse magique, mais vous devez d'avoir un avis et de savoir et de connaître et d'identifier. Après, une fois qu'on sait, c'est une gestion de risque assez classique. On met le curseur au bon endroit. Quel risque je suis prêt à accepter et j'en découle des actions.
Mais si je peux vous inviter à quelque chose, c'est à mettre en place une première action qui va vous permettre de savoir où vous en êtes vraiment. Et ensuite, assez naturellement, on est tous habitués à gérer des projets ou des lignes de production, des séries. Vous allez rentrer dans une démarche où le pas le plus dur, c'est le premier pas. De se dire, il faut faire quelque chose. Si vous faites rien, c'est reculer pour mieux sauter. Et l'écart, il sera encore plus grand dans 6 mois, dans 1 an, quand il y aura de la réglementation, vos clients qui vous demanderont des comptes. Donc ma vision assez pragmatique opérationnelle, c'est initier cette démarche auprès de vos équipes, auprès de vous-même, dans votre prod. En phase, Maxime. pas de grande révolution, étape par étape, petit pas par petit pas. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il existe des solutions souveraines. Il existe des solutions souveraines. Sur la partie firewall, mais pas que, sur la partie logiciel, mais pas que, sur la partie conseil, sur la partie test, il existe des solutions souveraines. Vous, industriels, prêchez pour qu'on achète français ou européen, c'est la même chose de notre côté. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu veux conclure ? Moi, je l'avais dit 2 fois tout à l'heure, c'était maîtriser vos installations, bien sûr. Hein. Des fois, vérifiez aussi que dans les conseils que vous recevez, vous les recevez aussi de sociétés qui soient à même d'accompagner la suite. Les conseillers ne sont pas toujours les faiseurs. Nous, on connaît nos limites. Il y a des choses où on n'ira pas. On le dit. Et des fois, il faut peut-être aussi être prudent sur ceux qui savent tout faire en cyber. Voilà. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Ou alors, on ira chercher. Voilà. On ira chercher les gens qui feront mieux que nous. Ouais, effectivement, c'est important de bien s'entourer. C'est compliqué de bien s'entourer parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, tout le monde est très bon, toutes les solutions sont très bonnes, mais c'est important de s'entourer avec des conseils avisés, des conseils objectifs et des conseils opérationnels, des conseils terrain, parce que la réalité c'est que des conseils dans un beau document, sur un beau PowerPoint, il y a un moment quand vous allez vous retrouver avec le document et vous allez devoir le mettre en place, c'est là que la vraie vie commence. Donc c'est important de bien s'entourer, de savoir quelles sont les compétences, les connaissances de chacun, quel est son cœur de métier, pour ensuite orchestrer des partenaires autour, mais qui doivent toujours être dans une philosophie de vous responsabiliser, parce que c'est votre métier et vous devez d'avoir un avis, vous, de ne pas déléguer ça à un prestataire, finalement. Très bien, merci bien. On touche un peu à la fin de ce workshop, et effectivement, et pour faire un peu la transition et la conclusion sur ce qui vient d'être dit, vous avez vu du coup 3 experts cyber qui sont très différents, qui ont des complémentarités. Vous avez également compris qu'ils travaillent ensemble, d'accord ? C'est aussi ça l'une des clés de l'approche cyber en entreprise. Donc pour la petite info, effectivement vous avez beaucoup d'acteurs de la cybersécurité qui sont présents sur la partie Lyon Cyber Expo. Vous avez une cohorgue, vous en avez 10 qui ont été sélectionnés, donc qui sont sous pavillon de la région. Mais au-delà de ça, je vous invite à aussi questionner quand vous allez chercher un fournisseur de solutions ou de services cyber, le questionner pour savoir s'il fait partie de réseaux particuliers. Parce qu'en l'occurrence, les 3 qui sont ici présents sont certes ce pavillon de la région, mais ils sont eux-mêmes membres du club expert cybersécurité de la région Auvergne-Rhône-Alpes que j'anime, au même titre que d'autres d'ailleurs que j'aperçois dans la salle. Donc voilà, il y a des entreprises qui s'engagent dans des réseaux, qui mutualisent, qui se coordonnent, et donc c'est aussi un peu mon rôle derrière d'arriver à faire en sorte de les aider à créer des synergies ensemble. Et voilà, ça en est la parfaite illustration. Donc quand vous les questionnez pour sourcer un fournisseur, parce que c'est très compliqué, on le sait, n'hésitez pas à les questionner là-dessus. Et dernier petit tips, si à un moment donné, vous ne savez pas par quelle boule prendre, il y a un dispositif au niveau de la région que Digital League a lancé avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle les Digital Leads, et qui permet en fait de prendre vos besoins cyber et de manière anonyme de le diffuser auprès des acteurs cyber qui sont dans le cluster. Et donc ça permet après de diffuser cette information-là et de vous mettre en réseau avec des gens qui du coup s'engagent de manière collective pour la résilience cyber de la région. Voilà, donc s'il y a besoin, dans tous les cas, vous savez, vous me retrouverez sur le pavillon de la région. Et peut-être juste pour compléter,
Il y a des programmes aussi côté région justement qui visent à aider les entreprises à prendre ce sujet cyber, mais pas que, on parle d'industrie du futur. Il ne faut pas hésiter aussi à aller solliciter ces aides-là parce que ça peut vous permettre justement de mettre la première impulsion dont on parlait pour rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Oui, il existe effectivement quelques dispositifs comme Industrie du futur qui est porté par la région et par l'ENE, également pour ceux qui connaissent. Donc voilà, mais on pourra vous en parler dans tous les cas sur le pavillon. Je vous remercie. Merci à vous toutes et tous pour votre participation et attention. J'espère qu'on aura répondu à une bonne partie de vos interrogations. Et on vous donne rendez-vous pour la suite à la rigueur sur le pavillon de la région. Merci à vous et belle journée. Bonne journée.